bloc nord-américain doit être régi par une seule et même monnaie. Alors, la monnaie qui doit remplacer le dollar américain, le dollar canadien et le peso mexicain, ces nouvelles monnaies s'appelleraient l'Amero. L'Amero. Alors, le nom n'est pas encore sûr, certains parlent d'un dollar nord-américain, certains même évoquent le principe d'une période intermédiaire avec 2 dollars, la création de 2 dollars, un dollar couleur bleue et un autre couleur rouge-brun. Un dollar qui, alors je ne sais plus quelle est la couleur, mais il y aurait un qui serait consacré uniquement aux échanges internes des États-Unis et l'autre uniquement consacré aux relations extérieures, enfin aux liens économiques entre les États-Unis et le reste du monde. Mais la finalité de tout ça, c'est de créer une seule et même monnaie, donc normalement l'Amero, dans les textes élaborés au sein du CFR. Le CFR, c'est le Council on Foreign Relations, c'est là où s'élabore toute la politique étrangère américaine. Il est évoqué sous la plume de son meneur, Robert Pastor, le nom de monnaie d'Amero. Donc pour le moment, on pense plutôt que cette monnaie-là, ce nom-là serait utilisé. Mais vous savez, il ne faut pas trop s'exciter. Finalement, c'est un peu comme l'euro qui à l'origine aurait dû s'appeler l'écu. Peu importe l'emballage, l'essentiel c'est qu'on veut mettre en place une super monnaie avec une banque centrale nord-américaine, une super Fed qui régirait l'ensemble de ce continent nord-américain. Et évidemment, la crise actuelle, crise monétaire, crise financière avec ses répercussions d'ordre économique et social aux États-Unis, est l'excellent moyen pour passer à cette vitesse, à la vitesse supérieure. En effet, avec un effondrement de l'économie américaine qui est en cours, eh bien, dans l'affolement général, les Américains, mais aussi les Canadiens, accepteront d'autant plus facilement accepteront facilement ou plus facilement l'instauration de ces nouvelles mesures dans le malheur. Lorsqu'on est affolé, lorsqu'on a perdu son emploi, qu'on dort dans la rue, eh bien, on accepte plus facilement des mesures officiellement pour vous en sortir, en vous disant, écoutez, on va créer un bloc nord-américain, on va créer une nouvelle monnaie, et avec ça, on se serre les coudes, on s'en sortira. Et la crise est vraiment parfaite pour arriver à ce stade. Bien. Mais voyez-vous, il faut aller encore plus loin. Cette crise financière monétaire qui est partie des États-Unis et qui touche par ricochet tout le monde, c'est aussi une mutation politique. Parce qu'aux États-Unis, avec l'administration Bush, alors, il faut être honnête, ça avait déjà commencé avec la présidence Clinton, mais vraiment avec la présidence de l'administration Bush, il y a la mise en place de véritables mesures dictatoriales. Je pèse mes mots, des véritables mesures qui, lorsqu'elles seront toutes appliquées, feront que les États-Unis seront une véritable dictature. Et le continent nord-américain sera une véritable dictature. En effet, suite aux événements du 11 septembre 2001, vous avez eu la mise en place de ce qu'on appelait le Patriot Act, qui a pour objectif dans une situation d'urgence, permettre au gouvernement d'intervenir dans la vie privée des gens sans prendre de gants. C'est-à-dire que véritablement intervenir sur des lignes téléphoniques, s'introduire sur des lignes Internet pour véritablement voir ce qu'ils font. Ce genre de situation peut s'admettre dans un moment très trouble. Et après tout, la Constitution française l'autorise, l'article 16. Mais dans un cadre bien défini, sur une période limitée. Le problème, c'est que le Patriot Act, qui aurait dû s'arrêter définitivement en 2006, a été prorogé en mars 2006 ad vitam aeternam. C'est-à-dire que les États-Unis, depuis cette date, sont en permanence, ou plus exactement le peuple américain, est en permanence sous la menace de ce Patriot Act renouvelé, qui fait que l'administration américaine, peu importe son président à la Maison-Blanche, et les présidents des États-Unis ne sont que des employés, peu importe le président des États-Unis, eh bien, les oligarchies qui mènent ce pays et qui sont vraiment détenteurs du pouvoir peuvent intervenir dans la vie des Américains et d'une manière sans prendre de gants. Voyez-vous, une chose qui est très intéressante et qu'il faut savoir, c'est que on assiste avec la crise actuellement aux États-Unis à une nationalisation des grandes banques. Et le pays du libéralisme, qui était les États-Unis, en prend une claque. Et chose curieuse, voyez-vous, ce phénomène avait été annoncé en 1912 dans un ouvrage largement méconnu du public français, un ouvrage écrit par le Colonel House, qui était le conseiller du président Wilson, et le président Wilson, fameux 14 points, etc.,
qui avait écrit un livre d'anticipation intitulé Philippe Dru, administrateur, qui correspond à administrateur à dictateur, et qui raconte l'histoire d'un officier de West Point qui organise un coup d'État aux États-Unis et arrive au pouvoir, supprime la Constitution américaine et met en place un système, plus exactement, je cite de mémoire, met en place un socialisme qui aurait plu même à Karl Marx. Et l'ajoute, et le système qui se met en place fait que les vies et les propriétés de chacun se retrouvent aux mains d'un seul homme. Eh bien, c'est exactement ce qui se met en place actuellement aux États-Unis. Entre autres, avec ce qu'on appelle le principe de l'exécutif unitaire, qui a été lancé, principe qui a été lancé par les néoconservateurs, avec sa figure de proue, un professeur américain d'origine asiatique qui s'appelle John Yoo. L'objectif, c'est faire en sorte que les trois pouvoirs, législatifs, exécutif et judiciaire, soient réunis non pas au sein de l'administration, mais aux mains d'un seul homme, le président des États-Unis. Pour le moment, ces principes-là sont suspendus. Vous avez toute une série de mesures qui ont été adoptées par l'administration Bush. Vous avez le John Warner Act de 2006 et vous avez deux documents de 2007, de mai 2007, le HSPD 51 et le HSPD 50, qui font que, en cas de crise majeure mettant en cause la stabilité gouvernementale, suite à une crise économique grave, soit suite à une pandémie, il est tout à fait possible que ces mesures-là soient appliquées pour permettre au président des États-Unis d'exercer les pleins pouvoirs d'un dictateur. C'est en particulier directement issu du paragraphe 1076 du John Warner Act. Et d'ailleurs, dans mon bouquin La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, j'ai publié l'intégralité de ce texte en version originale pour vraiment authentifier. Et donc, il suffit qu'il y ait un événement grave pour justifier donc l'application de ces textes. Or, la crise économique, financière, etc., équivalence aggravant, va permettre l'instauration de ces mesures. Mais le problème, c'est qu'il y a, parallèlement à la construction nord-américaine, parallèlement à la construction européenne, cette volonté de créer ce qu'on appelle un bloc euro-atlantique, en théorie pour 2015. Et à partir du moment où il y a cette volonté de créer un bloc euro-atlantique pour 2015, il doit y avoir une uniformisation de toutes les mesures régissant les États-Unis dans les pays de l'Union européenne. Et en particulier, vous avez le président je cherche son nom, il s'appelle John Roberts, le président de la Cour suprême des États-Unis, qui est allé voir avec son équipe Sarkozy en juillet 2007 pour faire en sorte que les mesures dictatoriales qui sont en train de se mettre en place aux États-Unis puissent être appliquées aussi en France. D'où cette réforme profonde de la vie politique française, où il y a peu à peu une présidentialisation du système français. En réalité, c'est le principe américain qui s'étend en France et qui fait tache d'huile aussi en Angleterre, en Allemagne. Simplement, il y a des pays qui ont un peu plus d'avance que d'autres. Et donc, je disais qu'il y a cette volonté de créer un bloc euro-atlantique unifié pour 2015. En théorie, c'est 2015. Cela se fait sous l'égide d'un institut ultra puissant qui s'appelle le TPN, sigle en anglais, pour Réseau Politique Transatlantique, qui est soutenu par toute une série de grandes entreprises de multinationales européennes et américaines. J'en cite quelques-unes: Boeing, Bertelsmann, Michelin, Nestlé, Merck, c'est une grande boîte pharmaceutique. Michelin, oui, en particulier, oui. Et il y en a une vingtaine. Et l'objectif, c'est d'établir un bloc unifié euro-atlantique. D'où la nécessité d'établir un traité de Lisbonne réglant la vie de l'Union européenne, d'où la nécessité de l'autre côté de créer un bloc nord-américain unifié, d'où la nécessité d'établir aussi une assemblée transatlantique verrouillant l'ensemble. Et tout ça, ça a été adopté de la manière la plus officielle possible le 13 janvier et le 9 juin 2005 par le Parlement européen, qui a adopté des résolutions appelant à la mise en place d'une assemblée transatlantique pour régler et mettre en place et régler en gros l'unité et l'organisation de ces deux pôles. C'est fait en particulier pour essayer de contrebalancer la puissance économique chinoise. Parce que, à titre indicatif, il faut savoir que l'instauration de ce fameux grand bloc euro-atlantique permettrait
aux habitants de ce bloc, à peu près 800 millions de personnes, de faire le poids à peu près face au monde asiatique et au monde chinois en particulier. À titre indicatif, il faut savoir que le coût d'une heure de travail, côté américain c'est 24 $, côté chinois c'est 50 cents. Donc fatalement, un tel déséquilibre fait qu'il y a cette volonté d'essayer d'être plus gros, si je puis dire, de resserrer et de ressouder les liens euro-atlantiques de telle manière que ce bloc puisse tenir face au monde asiatique qui quand même a de sacrées faiblesses, ne serait-ce qu'avec une démographie déclinante. Lorsqu'on supprime les nouveaux-nés filles dans le monde chinois, eh bien, à un moment donné, ça se fait parce que pour faire des enfants, jusqu'aux dernières nouvelles, il faut être un homme et une femme. Et donc, quand il manque des femmes, la relance, la démographie, elle est râpée. Voyez-vous, la volonté d'instaurer ce fameux bloc euro-atlantique officiellement pour 2015 va encore plus loin. Car l'objectif, c'est certes d'instaurer un axe atlantique, mais cet axe atlantique doit aussi avoir tous les pays du sud de la Méditerranée et tous les pays du Proche-Orient rattachés à cet axe euro-atlantique. Et ça se fait dans le cadre de l'Union européenne par un programme qui s'appelle la PEV, Politique européenne de voisinage, qui dit que tous les pays du sud de la Méditerranée doivent non pas coopérer avec l'Union européenne, ce qui serait ma foi une chose tout à fait normale et naturelle, mais être intégrés, c'est le mot utilisé, intégrés politiquement et économiquement à l'Union européenne. Ce qui fait que dernièrement, le Maroc a obtenu un statut avancé dans ses relations avec l'Union européenne. Ce sont le marchepied qui précède l'intégration du Maroc dans l'Union européenne. Et pareil pour Israël. Et là, voyez-vous, il faut évoquer le rôle d'une fondation qui est largement méconnue en France et qui est archi-puissante, c'est la fondation Bertelsmann. Alors, la fondation Bertelsmann, c'est deux choses. D'abord, c'est un empire des médias. M6, c'est Bertelsmann. RTL, Bertelsmann. La revue Géo, c'est Bertelsmann. Mesdemoiselles, si vous lisez Femmes Actuelles, dites-vous que c'est Bertelsmann. Bon. C'est aussi un empire de l'édition. La première maison d'édition américaine, Random House, c'est Bertelsmann. Mais tout en étant un empire des médias, c'est aussi une fondation qui, depuis 1977, élabore des documents pour le gouvernement allemand, peu importe son étiquette politique, dans 3 domaines: la construction européenne, le partenariat transatlantique et les relations à l'égard du Proche-Orient. Et Proche-Orient, il y a 2 subdivisions, le monde musulman et Israël. Et depuis 1992, il y a une politique qui a été mise en place par la fondation Bertelsmann qui indirectement souligne, met en lumière l'architecture qui se met en place dans ce fameux bloc euro-atlantique. En effet, il y a ce qu'on appelle depuis 1992 le dialogue germano-juif. L'Allemagne, plus exactement la fondation Bertelsmann, a pour objectif d'établir des liens très étroits entre l'Union européenne et Israël. Et cela se fait en particulier sous l'égide d'un juif autrichien naturalisé anglais qui s'appelle Lord George Weidenfeld of Chelsea. C'est toute la tirade, mais c'est le terme exact. Et sous l'égide de la fondation Bertelsmann, il organise des colloques, etc., pour réunir les sommités américaines, européennes et israéliennes pour établir des échanges fructueux dans tous les domaines politiques, économiques, journalistiques, très importants. Pour donc créer, et je cite l'expression, un 3e pilier du judaïsme. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils disent, il y a une communauté juive en Amérique du Nord, une communauté juive en Europe, et Israël constitue le 3e pilier du judaïsme. Et il faut que l'ensemble de ce monde, nord-américain avec sa population juive, européen avec sa population juive, et Israël, soit régi par les mêmes lois, les mêmes règles et une communauté de pensée et d'organisation politique commune. À partir du moment où on commence à construire, à avoir cette construction en vue, évidemment, il faut obligatoirement que le monde musulman, qui quand même entoure Israël, et même plus que cela, 20 ou 25% de la population israélienne, n'oublions pas, est de religion musulmane, il y a l'obligation de faire en sorte que le monde musulman soit intégré aussi
à ce bloc euro-atlantique. Et cela se fait dans le cadre de la Fondation Bertelsmann, dans un domaine, enfin dans un cadre qui s'appelle les discussions de Kronberg. Discussions de Kronberg, où là, véritablement, s'élabore toute cette politique. Et l'objectif, c'est de faire en sorte, et c'est en liaison avec cette fameuse PEV, politique européenne de voisinage, faire en sorte que les musulmans intègrent peu à peu le modèle de pensée propre à l'Union européenne, enfin aux Européens et aux Américains. Et c'est ce qu'ils disent. En gros, faire en sorte que l'islam soit, entre guillemets, je ne fais que reprendre leur terme, je ne prends pas de position pour ou contre dans cette affaire, que cet islam soit dépoussiéré de telle manière qu'il soit apte à s'adapter au monde moderne. Voilà. En gros, l'islam est hors course dans le monde moderne. Et les discussions de Kronberg sont extrêmement importantes puisqu'elles se font avec les grands dirigeants allemands, mais aussi de différents pays, mais aussi des États-Unis, et en liaison directe avec les musulmans. Et ce projet a été présenté de la manière la plus officielle possible en 2004 à Munich lors de la réunion de l'OTAN. C'est Joschka Fischer qui a présenté le programme. Carrément le programme que le bloc euro-atlantique devait appliquer au monde de l'islam pour qu'il puisse être intégré en gros, au monde de la modernité, pour faire court. Et d'ailleurs, déjà, cette politique euro-atlantique, elle s'est mise en place, et on peut déjà même presque donner une date, avec le fameux document qui a été signé le 27 février 2004 entre l'Allemagne de Schröder et l'Amérique, les États-Unis de Bush, avec cette fameuse alliance germano-américaine qui n'a pas du tout été évoquée dans la presse française, ou dans ce document, qui était une claque pour la diplomatie française, ou dans ce document, il est dit que certes, il faut réussir l'élargissement, certes, il faut réussir l'instauration d'un bloc euro-atlantique, mais il faut aussi ancrer tous les pays du Proche-Orient à cet axe euro-atlantique. Donc on voit l'immense architecture qui se met en place, et évidemment, c'est fait aussi pour capter toutes les richesses énergétiques, aux dépens de qui? Eh bien, du grand concurrent nord-américain, la Chine. Et donc, voilà les choses qui se mettent en place. Alors, j'ajouterai un autre élément parmi l'émergence de ces grands blocs continentaux, l'Amérique du Sud. Vous avez eu fin 2004 ce qu'on appelait la déclaration de Cusco. L'objectif, c'était de poser les premiers jalons en faveur d'un État sud-américain. Eh bien, la gestation, si je puis dire, a duré quand même quelques années, mais tout récemment, exactement le 23 mai 2008, vous avez eu le lancement de l'Union des Nations d'Amérique du Sud, l'UNASUR, c'est le sigle en espagnol, pour créer un État sud-américain avec une citoyenneté sud-américaine, volonté de créer un Parlement sud-américain avec une monnaie sud-américaine, le modèle de référence étant l'Union européenne. Et là aussi, pareil, bis repetitas, lancement d'une assemblée transatlantique entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Donc on a là vraiment l'apparition de grands blocs continentaux, et d'ailleurs ce principe-là a été parfaitement défini déjà dès 1931 par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Oui, il suffit de lire son bouquin, qui n'est pas un roman, mais un programme politique. Donc, volonté de créer de grands blocs. Et l'objectif de ces grands blocs continentaux, c'est d'être réunis au sein d'une gouvernance mondiale. Et là, voyez-vous, la logique du système consiste à procéder par étapes. Il y a ce qu'on appelle les refontes monétaires. D'abord, détruire toutes les monnaies nationales. Dans le cas de l'Europe, c'est presque fait, puisqu'il n'y a plus de, enfin, officiellement, il n'y a plus de Schmark, il n'y a plus de lire, il n'y a plus de francs, etc. Il y a une seule et même monnaie, l'euro. Et l'objectif doit se faire pareil en Amérique du Nord, avec une seule monnaie, normalement l'Améro, ou un autre nom, mais peu importe, c'est l'objectif. Idem pour l'Amérique du Sud. Il faut savoir, je vous citais tout à l'heure ce fameux institut, le CFR, le Council on Foreign Relations, qui publie tous les 2 mois une revue qui s'appelle Foreign Affairs. Et pour ceux qui veulent la lire, sans être abonné, il suffit d'aller rue de Rivoli, la librairie anglo-américaine, et comme ça on peut acheter le numéro à l'unité. Dans son numéro de mai-juin 2007, vous avez l'économiste du CFR, Ben Stel, qui s'est lâché. Parce que voyez-vous, l'intérêt de ces gens-là, enfin, la caractéristique de ces gens-là, c'est maintenant d'y aller franco, de ne plus prendre de gants. Et dans son numéro de mai-juin 2007, Ben Stel, dans le numéro du CFR, dit qu'il faut supprimer toutes les monnaies pour aboutir à une monnaie mondiale. En gros, le résumé de son article, c'est ça. Mais évidemment, ça procède par étapes. Il faut savoir que cette volonté de créer une monnaie mondiale,
c'est finalement une histoire ancienne. Là, voyez-vous, on vous parle actuellement d'une refonte de Bretton Woods. Et c'est vrai, la crise actuelle fait qu'on en profite pour, j'allais dire, reformater tout le système en vue d'un nouvel ordre mondial plus musclé. Il faut rappeler que durant les délibérations menant à Bretton Woods en 1944, la délégation britannique était dirigée par Keynes, John Maynard Keynes. Et la délégation américaine était dirigée par Harry Dexter White. Dès 1944, Keynes proposait l'instauration d'une monnaie mondiale. Cette monnaie mondiale, ce serait appelée le Bancor, B-A-N-C-O-R. Mais la délégation américaine proposait aussi une monnaie mondiale, universelle, avec quand même conservation du dollar pendant un certain temps, et ce dollar se serait appuyé donc sur cette monnaie mondiale qui se serait appelée l'Unitas. Mais pour mettre en place ces monnaies mondiales, il fallait aussi une organisation supranationale avec toutes les structures qui vont avec. Or, avec le monde qui était coupé en deux, ce principe ne collait pas. Donc, les choses ont été temporairement bloquées. Pas supprimées, elles ont été bloquées à plus tard. Et le plus tard, eh bien, c'est 1984. La revue du CFR, toujours cette revue du CFR, qu'il faut lire, parce qu'en réalité, c'est là où les choses se préparent à titre indicatif. On vous parle, on rabat les oreilles avec McCain et, comment il s'appelle, Obama, on vous dit républicains, démocrates, ils sont archi-opposés. Non, 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 c'est l'avers et le revers d'une même pièce. Puisque, pour la petite histoire, il faut savoir que le conseiller d'Obama, c'est Zbigniew Brzezinski, l'auteur du Grand Échiquier, et que le conseiller en politique étrangère de McCain, c'est Kissinger, et tous les deux, Kissinger et Zbigniew Brzezinski, sont membres du CFR qui produit le même programme. Pour vous dire comme... Bon. Et donc, dans cette affaire, eh bien, ces deux personnages tiennent le même langage. Et d'ailleurs, à titre indicatif, je vais vous lire quelques lignes prononcées par Barack Obama en juillet 2008 à Berlin et quelques lignes prononcées par McCain en mars 2008. Je cite Barack Obama. Certes, et vous allez voir l'esprit mondialiste qui est derrière tout ça, certes, il y a eu des difficultés entre les États-Unis et l'Europe, et il y en aura d'autres à l'avenir, mais nous devons rester unis par les tâches qu'impose une citoyenneté mondiale. Aucun mur ne doit plus séparer les anciens alliés de part et d'autre de l'Atlantique. Aucun mur ne doit plus séparer les pays riches et les pays pauvres. Aucun mur ne doit plus séparer les races et les ethnies, les citoyens de souche et les immigrés, les chrétiens, les juifs et les musulmans. Voilà les murs qu'il faut aujourd'hui abattre. C'est pourquoi l'Amérique ne peut pas s'isoler, l'Europe ne peut pas s'isoler. Le temps est venu de lancer de nouveaux ponts à travers le monde, aussi solides que ceux qui nous ont liés de part et d'autre de l'Atlantique. Le temps est venu de nous unir au moyen d'une coopération constante, d'institutions solides, de sacrifices partagés et d'un engagement universel pour le progrès afin de répondre aux défis du XXIe siècle. Eh bien ça, c'est du mondialisme pur jus. Et évidemment, la crise actuelle aide et aidera énormément à l'instauration de cet idéal que j'appelle babélien. Eh bien, l'ami McCain, il tient des propos similaires dans un discours tenu le 26 mars 2008 devant des chefs d'entreprise au Los Angeles World Affairs Council. Alors là, ce sont des bribes de phrases que j'ai dû résumer son discours. Il dit qu'il faut, je cite, établir de nouvelles institutions internationales avec des alliances globales. Les Amériques du Nord et du Sud partagent une géographie commune et un destin commun. Il ne cite même pas les États, il cite les Amériques du Nord et du Sud. Alors il précise, alors là je résume sa pensée, les États de ce continent ne sont plus évoqués, saluant l'émergence de l'Union européenne en liaison avec une OTAN forte, il prône une évolution permettant de développer, je cite, une politique énergétique commune avec les États-Unis, aboutissant à un marché commun transatlantique liant nos économies plus étroitement, l'ensemble passant par une institutionnalisation de notre coopération avec l'Europe. Donc vous voyez la différence entre McCain et Obama, kiff bourricot. Hein. Bon. Je vais vous citer ces monnaies mondiales. L'Unitas, version américaine, Bancor, côté McCain, et puis 1984, le CFR, qui sous la plume de Richard Cooper est un économiste, présente un projet avec une volonté de créer une nouvelle monnaie. Et cette nouvelle monnaie n'était pas définie, mais l'article c'était, je préfère relire le titre exactement, un système monétaire pour l'avenir. En gros, créer un État mondial avec une seule monnaie. Mais
Et ça, c'est fort intéressant. Le projet a été défendu et proposé à nouveau par une revue financière anglaise, The Economist, dans son numéro de janvier 1988. Et l'article, c'était « Soyez prêts pour une monnaie mondiale ». Et l'article dit qu'il faut créer un État mondial avec une nouvelle monnaie. Il donne une date, 2018, en sachant que même si la date n'est pas respectée, on s'en rapproche. Et cette nouvelle monnaie mondiale, là, il donne un nom dans la revue The Economist, le phénix, comme le nom de l'oiseau, vous savez, qui renaît de ses cendres. Or, chose très intéressante sur cette revue de The Economist de janvier 1988, la couverture, ce sont des billets de banque, des dollars, des yens et des Deutschmarks qui brûlent, et des cendres naissent un oiseau, le phénix, la nouvelle monnaie mondiale. Et lorsque vous avez des revues du style économistes qui vous mettent sous le nez ce genre de sujet, ça sous-tend que les élites anglo-saxonnes et oligarchiques annoncent une profonde mutation. Et d'ailleurs, The Economist a récidivé 10 ans plus tard, en 1998, dans un article intitulé « Un monde, une monnaie », où là encore, il disait qu'il fallait mettre en place une monnaie mondiale. Pour la petite histoire, sachez que cette volonté de créer une monnaie mondiale, c'est un projet ancien. Vous avez un Italien qui s'appelait Gasparo Scaruffi, qui dans un rapport, ou plus exactement un manifeste, avait lancé l'idée de créer une monnaie mondiale, une monnaie universelle, qui se serait appelée Aletinonfo. Le rapport date de 1582. Pour vous dire que ces élites marchandes, financières, voient très loin et se repassent le flambeau, si je puis dire, jusqu'à ce qu'un jour ça marche. Donc, voilà, d'une manière très résumée et très courte, l'évolution de notre monde, en sachant que donc cette crise actuelle est excellente pour mettre en place ce nouvel ordre mondial. Et je vais terminer par 2 citations. L'une tirée des mémoires de David Rockefeller, sortie en 2006. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire ce pavé, qui lisent au moins le chapitre 27, « Internationaliste et fier de l'être ». Déjà le titre, le mot internationaliste dans son globalisme. Internationaliste, c'est un terme qu'on retrouve chez Krivine, chez Harlay-Laguiller ou Besancenot. Mais chez ces gens-là, c'est l'internationalisme de gauche, marxiste. Et là, c'est l'internationalisme capitaliste libéral. Écoutez ce qu'il dit dans ses mémoires. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète agissant contre les grands intérêts des États-Unis et ils, sous-entendu les extrémistes selon Rockefeller, et ils représentent ma famille et moi comme des internationalistes. Ils vont jusqu'à prétendre que nous conspirons avec d'autres capitalistes dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée, un seul monde, si vous voulez. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Et je continue, il dit ceci. L'interdépendance mondiale, ce n'est pas du domaine de la poésie ou de l'imaginaire, mais c'est la réalité concrète que les révolutions de ce siècle en technologie, en géopolitique et dans les communications ont rendu irréversible. La libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes, par-delà les frontières, demeurera le facteur fondamental de la croissance économique mondiale et du renforcement des institutions démocratiques partout dans le monde. Les États-Unis ne peuvent pas échapper à leur responsabilité mondiale. Le monde d'aujourd'hui réclame une direction des affaires mondiales et notre pays doit répondre à cette demande. Au XXIe siècle, il ne peut y avoir de place pour les isolationnistes. Nous devons tous être des internationalistes. En gros, David Rockefeller annonce la fin des États-Unis. Depuis 1945, les États-Unis étaient vraiment la figure de proue politique et économique, financière, avec le dollar comme monnaie de référence. Et en gros, il dit que les États-Unis vont passer à la trappe, vont certes rester une puissance, mais une puissance parmi d'autres puissances. Et ce sont des propos de la même veine tenus par George Soros, ce grand prince du mondialisme financier, qui en particulier a fait sortir la livre sterling en 1992 du SME, et qui dit ceci. Son bouquin est sorti cette année, et en gros, il annonce la même chose. Écoutez ceci. La fin d'une époque, qu'est-ce que cela signifie au juste ? Sans aucun doute, la fin d'une longue période de relative stabilité fondée sur les États-Unis comme puissance dominante et sur le dollar comme principale monnaie de réserve internationale.
je prévois une ère d'instabilité politique et financière dont on peut espérer qu'elle sera suivie de l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Et donc en gros, on a là le résumé de la situation actuelle. La crise actuelle va enfanter un nouveau monde qui sera babélien. Mais ça sera ma conclusion. Vu le caractère anti-nature de la chose, il faut croiser les doigts et même plus pour voir la chose s'écrouler parce que c'est un principe absolument contraire finalement à la dignité de l'homme et pour les croyants contraire à la croyance et aux convictions j'allais dire, d'une supériorité de l'homme, supériorité de Dieu, pardon, sur l'homme et des principes des droits naturels. Voilà, je vous remercie. Merci.